particulièrement que c'est un exploit. M. Benamou est déjà là depuis 9 heures et que pour lui, parfois c'est dur de vous lever le matin et d'être à l'IND à 8 heures, mais pour lui, c'est beaucoup lui demander. Il était là à 9 heures ce matin, donc je le remercie particulièrement. J'en profite pour remercier Aude, qui est mon auxiliaire de vie. Et Aude, bien sûr, que j'oubliais, pardon. Qui m'a sauvé ce matin. C'est elle qui s'est levée vraiment tôt. Donc je vais me présenter, et je vais laisser Tiffaine se présenter, parce qu'en fait ce sera plus simple. Je ne vais pas parler à la place des gens. Juste avant que je me présente, et tout de suite, sachez que c'est une heure interactive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question bête. La question bête, c'est celle avec laquelle vous repartirez de cette heure. On est là pour construire ensemble et co-construire. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de à peu près ce à quoi on va vous parler? Ce dont on va vous parler, voilà, je vais réussir à faire une phrase en français un jour. Ce dont on va vous parler. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez-y, vous avez le droit de dire ce que vous voyez et donc ce que vous pensez. Vas-y. Vas-y, ton prénom, ta question. Vas-y, Noir. Ouais. C'est sympa si vous donnez vos prénoms, ça me permet. Noura. Ok. Noira. Donc oui, on va vous parler de handicap et on va vous parler de comment faire avec le handicap et comment faire au-delà de ça. Comment est-ce que le handicap, qui est une faiblesse, peut devenir une force et une capacité d'engagement. Je laisse Stéphane se présenter vraiment. Et puis je reprendrai le micro ensuite pour vous expliquer un peu mieux, un peu plus ce qu'est le handicap. Donc moi je suis Tiffaine Larue. J'étais plutôt l'orthophoniste de Guillaume, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ensuite on est devenus amis et aujourd'hui on travaille ensemble. On est binômes dans le boulot. Et donc moi je viendrai en complément de Guillaume qui va vous parler de son parcours de vie. Moi je viendrai vous expliquer tout ce que le handicap m'a permis de découvrir sur justement tout ce qu'on peut penser comme étant des faiblesses, toute la force que ça m'a permis de comprendre, d'abord de comprendre en moi et aussi de comprendre la force de ces personnes-là et tout ce que ça peut apporter au-delà du secteur du handicap. Voilà, donc je vous parlerai de ça. Je repasse la parole à Guillaume. Donc, moi j'ai l'opportunité d'avoir un handicap plus que visible. J'ai un handicap moteur qui s'appelle la paralysie cérébrale, un nom barbare, puis c'est un nom qui, en français, ne veut rigoureusement rien dire. Parce que chez moi, tout est à peu près paralysé, sauf mon cerveau. Mais pour cause de classification et de noms qui n'ont pas tout à fait les mêmes sens dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle paralysie cérébrale. C'est-à-dire que mon cerveau n'est pas en capacité de traiter d'envoyer l'information nécessaire à mes jambes. Et mes jambes ne sont pas en capacité de les traiter correctement. Pour vous donner une image, c'est comme si mon cerveau était en Edge ou en 2G, alors qu'aujourd'hui on est plus autour de la 5G que de la 2G, quoi. Voilà, la connexion entre mon cerveau et mes jambes sont un peu pourries, enfin est un peu pourrie. Et c'est arrivé comment? C'est arrivé parce qu'une seule fois dans ma vie, j'ai été pressé. Et ouais, c'est qu'une seule fois dans ma vie. Depuis, je n'ai plus jamais fait ça. Je suis né à 7 mois et demi et j'ai fait à J3. J3, c'est juste 3 jours de vie. Un arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà, je me suis arrêté à J3 pendant, je sais pas, 3-5 minutes, j'en sais rien. J'avais pas trop de montre. On m'avait pas appris à lire l'heure. C'est ballon, hein, parce qu'on m'aurait appris à lire l'heure, voilà. Je me serais dit que ça servait à pas à grand chose d'arrêter de respirer, mais voilà. Donc j'ai arrêté de respirer, ce qui a donc en partie grillé l'alimentation entre mes jambes et mon cerveau, entre mes bras et mon cerveau, principalement mes bras et mon cerveau, et mes jambes et mon cerveau. Moi j'ai la chance, et c'est une vraie chance, et je le mesure au quotidien, de ne pas avoir eu d'atteinte intellectuelle
connexe à ça, en plus de ça. Et j'ai eu l'opportunité, alors déjà j'ai eu l'opportunité d'avoir des parents merveilleux et d'avoir 2 sœurs. Je suis un homme sandwich. Et ouais, je fais le jambon dans le sandwich SNCF, je suis désolé. Donc j'ai 2 sœurs, une petite, une grande. Et j'ai eu l'opportunité de ne pas aller à l'école puisque j'ai arrêté l'école avant la 3e. Donc j'ai bac -5 sur ce qui est les tarifs et conditions habituelles de vente. Mais par contre, là où c'est chouette, c'est que j'ai réussi à en faire plein de trucs de mon bac -5, y compris à aller m'engager pour et par les autres. Vraiment, moi, je vous invite à aller sur de l'engagement et de l'ouverture à l'autre, vraiment. Et à vous amuser à aller dans des associations, que ce soit dans des assos, dans des clubs sportifs, des aumôneries, où vous voulez, mais engagez-vous. Faites un pas de côté, même si c'est 1 heure par semaine de bénévolat dans une asso. Est-ce que vous connaissez des assos? Il y en a parmi vous qui sont allés au contact des personnes en situation de handicap, non? En seconde et en première, dans les activités qu'on vous proposait. Oui, vous voulez dire? Allez-y, vous pouvez dire qu'est-ce que c'était comme association et c'était quoi? Vous aviez Tennis Handicap et la PUI. Ah oui, c'est vrai, vous les garçons, vous étiez à la PUI l'an dernier. Bah, Racontez-nous ce que vous avez fait à la PUI et au tennis. Racontez, en quoi ça consiste? On a juste, l'année dernière, donc 1 fois tous les 2 semaines, on allait dans une maison handicapée, la PUI, et on faisait des activités avec les personnes. Donc c'est-à-dire généralement des activités assez simples, mais donc, c'était sympa de voir qu'à chaque fois ils nous attendaient, donc on faire des activités. C'est chouette. Et c'était quel type d'activité? Assez simple, par exemple baby-foot, on entend des promenades, ou sinon du Uno. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que eux, ça leur... En fait, pour vous, ça paraît assez simple. Mais eux, déjà, ils l'attendent. Ça leur permet de casser la monotonie de leur établissement. Et vous, ça vous permet de voir autre chose. Et de se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas être tout le temps dans la productivité. Parce que c'est des gens qui n'ont pas le choix que de ne pas être dans la productivité. Pendant un moment, je me rangeais dans cette catégorie de gens, et puis des gens qui me sont proches et que j'aime particulièrement m'ont dit « Non, tu ne peux plus te ranger dans cette catégorie de gens, de gens non productifs. » Donc j'ai arrêté, j'arrête. Et vraiment, c'est important de pouvoir voir que des fois... Est-ce que j'ai arrêté mon micro? Non, j'ai arrêté mon micro tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir appuyé sur une bouche. C'est important de pouvoir voir que des fois, les gens ne vont pas au même rythme que le rythme de fou que vous vivez. J'essaie de m'en préserver un peu, mais que vous vivez, qu'on vit tous. Vraiment. Et dans ces maisons-là, eh ben, ils sont contraints de ne pas aller au même rythme. Et c'est pas plus mal. Même si, à la longue, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, à la longue, c'est fatigant. Pour être tout à fait transparent, à la longue, c'est fatigant, voire un peu casse-pied. Mais c'est super riche d'aller les rencontrer et de prendre le temps réellement de les écouter et de les entendre. Pour continuer un peu là-dessus, j'ai eu donc moi j'ai une scolarité en dents de scie, plutôt en dents tout court, je ne sais pas où est la scie dans cette histoire. J'ai eu l'opportunité de faire énormément de bénévolat, au début dans le handicap, pour aller expliquer à des lycéens, à des universitaires, comment on se déplaçait en fauteuil, comment on se déplaçait à la canne, faire un peu d'apprentissage de la langue des signes, de l'initiation à la langue des signes avec des copains sourds, voilà. Et pareil pour la canne blanche, c'est pas moi, vous en doutez, hein. Sinon c'est pas très très pratique. C'est des copains non malvoyants. Faire de la sensibilisation. Et en fait, c'est génial parce que c'est nous permettre de faire des pas de côté tout le temps. Et en fait, ce que m'offre le handicap,
c'est ce que m'offre le handicap. L'opportunité que j'y vois, c'est d'avoir une vie qui est non linéaire. Comme j'ai pas le bac, moi je m'étais dit, les études sup, c'est pas pour moi. Et là aujourd'hui, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, j'ai repris des études sup. J'ai repris un engagement pour des études sup. Je fais de la formation aujourd'hui, il y a des étudiants en médecine, on fait de la formation ensemble avec Tiffen. Je vais lui laisser la laisser nous expliquer ce qu'on fait ensemble comme formation. Là maintenant comme ça. Là maintenant comme ça. Bon, alors je vais revenir pour vous expliquer ce qu'on fait ensemble. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je l'ai fait dans le groupe d'avant. Je vais vous raconter comment on s'est rencontré avec Guillaume. Il était à ce moment-là, il vivait dans un foyer de vie pour des personnes handicapées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Guillaume vit chez lui, dans sa maison. Et à ce moment-là, moi j'avais des patients dans ce foyer, et Guillaume est venu me demander si j'avais de la place pour des séances d'orthophonie. Et j'étais un peu impressionnée, je ne voyais pas trop ce que je pouvais lui apporter, donc je lui ai dit non. Et il est revenu plusieurs fois vers moi en me disant si, bon. Et puis quand on a commencé... Il était casse-pied. Quand on a commencé à travailler tous les deux, donc j'étais un peu impressionnée. Il me dit, en fait, donc je te redemande la permission de dire pourquoi. Oui, bien sûr. On se voyait. Il me dit, voilà, je bave et quand je parle, et je voudrais de l'aide pour ça. Donc là, je me dis, bon, ça va, c'est dans mes cordes. Et donc je lui propose un truc. Et je lui propose ce qu'on appelle des praxies bucco-faciales. C'est faire des grimaces pour muscler les muscles de la bouche et du visage. Et là, il me regarde, il me dit ça fait 30 ans qu'on me fait faire ça, désolé, ça marche pas. Et là, je me dis, ouais, je savais pourquoi je voulais pas voir ce monsieur, il en sait plus que tout le monde. Et en fait, on s'est mis à bosser, non pas, je me suis pas mise à travailler pour lui, mais on a travaillé ensemble. Il m'a appris ce qu'il savait de son handicap, et moi, j'ai essayé de lui apporter quelque chose avec ma technique. Et c'est là que moi, j'ai vraiment pris conscience que c'est pas parce qu'on est un soignant, c'est pas parce qu'on est moi, orthophoniste ou médecin, qu'on sait tout, en fait. Le patient, il sait beaucoup. C'est comme pour vous d'ailleurs. Quand aujourd'hui vous avez un prof, vous avez quelqu'un qui vous aide dans votre orientation, vous avez vos parents qui en savent peut-être plus sur la vie, qui en savent différemment sur la vie parce qu'ils sont plus âgés ou qu'ils ont l'impression d'avoir une expertise. Ceux qui en savent le plus sur eux-mêmes, c'est vous. C'est vous les experts de vous-même. Et en fait, quand on fait des métiers de soins ou d'accompagnement, on ne peut pas aider l'autre sans considérer que l'autre est le premier expert de lui-même. Ou même n'importe quel métier de conseil, en fait. Ou de n'importe quel métier de conseil. Pas forcément, d'ailleurs, oui, que dans le soin. Mais bon, moi, c'est ce que je connais le mieux, mais effectivement, c'est applicable un peu dans tous les domaines. Et donc, j'ai vraiment compris ça avec Guillaume. Donc, on a travaillé un peu en tant qu'orthophoniste et patient, mais ça nous a vite cassé les pieds. Donc, après, on est devenus copains. Et ensuite, on s'est mis à travailler ensemble, justement pour accompagner les professionnels, donc des médecins, des éducateurs, des directeurs d'établissement, d'autres soignants, pour justement leur parler de ça, de cette manière de voir l'accompagnement. Et de dire, on ne fait pas pour les pauvres petits handicapés, mais on fait avec eux. On fait tous ensemble. C'est pour ça que Guillaume, tout à l'heure, vous a dit, on va co-construire. Il fait la même chose avec vous. Il vous dit, il n'y aura surtout que des questions intéressantes. On va travailler ensemble. On ne vient pas vous prêcher la bonne parole simplement comme ça, en fait. C'est se dire, on a tous quelque chose à s'apporter. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler comme ça et on s'est dit tous les deux, si on veut en parler aux autres, il faut qu'on reprenne des études. Donc moi, j'ai repris des études, mais c'est Guillaume qui a commencé le premier. Et donc, il s'est retrouvé à reprendre des études, à vouloir reprendre des études avec son bac-5, dont il va vous parler de comment il a fait pour reprendre des études. C'est gentil de dire que c'est moi qui ai commencé le premier. En vrai, j'en sais rien. Si. Je réfléchissais pendant la pause, en vrai, j'en sais rien. Bon, c'est pas de sujet. Donc, moi, j'avais bac-5 et on me destinait, en gros, à regarder BFM TV en boucle toute la journée et à boire du coca sans sucre parce qu'il fallait pas que je grossisse. Non, c'est promis. Hein. Quand on voit ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce dont on me destinait, c'est assez impressionnant. Le gap est assez grand. Et du coup, moi j'avais une grande gueule et je m'étais engagé beaucoup pour les autres déjà.
Puis j'ai eu envie de retourner vers la santé à un moment. Parce que j'en étais parti et c'est très bien. Je pense qu'il y a des fois dans la vie, il faut s'offrir des écarts. Alors moi, ça n'a pas pu être un voyage dans un pays en voie de développement parce que au quotidien, j'ai quand même besoin de routes carrossables et de lits médicalisés pour pouvoir dormir dedans. Mais ça a été une asso de développement local et international et d'accompagnement de comment on sensibilise aux problématiques des pays du Sud, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, et comment est-ce qu'on sensibilise aux besoins d'autres continents. Et puis à un moment donné de ma vie, quand j'ai arrêté de dire Libération et j'ai commencé à dire Le Monde, donc ça c'est une petite joke de vieux, mais voilà, quand j'ai dilué un peu et que j'ai décidé de m'engager, je me suis dit quand même, ce que tu sais faire de mieux et ce que tu sauras faire toute ta vie, c'est de parler de santé. Pour les autres. Là, je me suis dit, non, mais je ne suis pas capable de faire ça, de parler de santé, je ne sais pas faire. T'as raison, tu vois, t'es encore un peu orthophoniste. Et du coup, un jour, en prenant le train, pour vous dire que dans la vie, il y a des choses qui sont comme ça, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, en prenant le train, je me suis offert le luxe de vous. J'étais en première, le train était bondé à mort, et il y a une fille qui me dit « Je cherche un siège ». Je la regarde, je dis « Putain, le train est bondé, tu sais. C'est bien, tu cherches un siège, moi j'en ai un. » Je la regarde, je fais « Mais il y a mon fauteuil roulant qui est là. Donc, si tu veux, enfin si vous voulez, je ne voyais pas, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir dessus, quoi. Il ne bougera pas. Enfin, de toute façon, moi je suis sur un siège normal. Donc elle se pose sur mon fauteuil, puis elle me dit, mais vous vous intéressez à la santé? Je regarde, oui. C'est marqué sur mes gants, de toute façon, donc oui. Elle me dit, mais vous ne deviendriez pas patient expert? Je regarde, c'est quoi ça? Et du coup, on continue à discuter. On avait 3 ou 4 heures de train. Ça tombe bien, c'est bien, c'est à faire. Et là, elle me dit, patient expert, c'est l'interface entre un patient et un soignant. C'est les interfaces entre un patient et un soignant. Parce que tu sais mieux que n'importe qui que les patients ont un savoir. Regarde, ça, oui, je sais que les patients ont un savoir. Je sais que je suis chiant avec les professionnels de santé qui m'accompagnent. Je sais que je remets en question, sans douter de leurs compétences, mais je remets en question en permanence ce qu'ils me proposent. Ouais, bah du coup, tu peux être patient expert. Ok, si tu veux, si tu me le dis, je peux le faire. Et du coup, j'essaie de m'inscrire à la fac. Le truc, c'est que c'était une fac, enfin, pour rentrer dans ce diplôme universitaire-là, il fallait Bac+2. Je vous rappelle que je n'avais pas le brevet des collèges. Pour avoir un Bac+2 quand tu n'as pas le brevet des collèges, c'est chaud. Le bac, ça ne s'achète pas, donc c'est compliqué. Et du coup, je candidate avec l'aide de Diffen. Je fais une belle lettre de candidature un peu propre. Et j'avais un CV qui était un peu plus pauvre qu'aujourd'hui à l'époque. J'envoie mon CV. Et là, j'ai une réponse qui est « Mais vous n'y comptez pas, vous ne savez pas lire. » Je regarde la madame, je dis « Si, je sais lire. » Et bien, c'est écrit en dessous « Bac+2. Admissible à Bac+2. Vous n'êtes pas admissible. » Très bien, merci madame. Très bonne journée. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, j'étais déchiré, en larmes, au fond de mon lit. En plus, à cette époque-là de ma vie, j'étais extrêmement douloureux. Donc j'étais en larmes au fond de mon lit, extrêmement douloureux, complètement bullshité. Merci. Changer de main. J'étais complètement bullshité, douloureux. Enfin bref, c'était de la... Et du coup, je me dis, enfin, on se dit avec Tiffany, bah, on va aller taper plus haut. On va aller taper la chef de cette madame. Et au final, on a tapé la chef de cette madame. Elle nous avait fermé la porte, on a cassé la fenêtre, on est rentré par la fenêtre. Il fallait juste faire attention parce qu'avec les roues du fauteuil, c'est les pneus, du coup c'est chiant quand la fenêtre est pétée, parce que si je rentre, voilà, je peux crever les pneus en rentrant. Mais du coup, ce
qui est compliqué, enfin, voilà, ce qui était, mais là où c'est chouette, c'est que du coup, je suis rentré par la fenêtre et j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je suis enseignant pour des médecins généralistes dans leur cursus de médecine générale. Comme quoi, quand on vous dit non, vous avez le droit d'écouter le non, mais vous n'avez pas le droit de l'entendre. Vous savez faire la différence entre écouter et entendre? Vous l'écoutez, vous le laissez couler, et vous êtes là, non, en fait, votre souhait, il faut vous donner le moyen d'arriver à ces fins. Alors évidemment, en respectant un cadre, parce qu'aujourd'hui on est quand même tous dans des cadres et c'est comme ça que c'est bien, en écoutant le cadre, mais c'est votre souhait d'abord. C'est pas le souhait qu'on veut vous offrir, c'est pas le souhait qu'on veut vous imposer, c'est le vôtre avant tout. Et la construction du vôtre avant tout. Est-ce que Tiffany, tu veux dire des choses? Parce que sinon je peux. Vous avez dit, j'ai vu qu'il y avait des réactions, on est allé casser la fenêtre et taper celle du dessus. C'est au sens figuré. Alors, Guillaume et moi ne tapons personne en fait. Non. Mais tu as écrit une très 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 longue et belle lettre où en fait il a témoigné de toute sa vie et il a expliqué, tu sais pas où elle est, mais on la retrouvera. Il a témoigné de sa vie et justement de ses engagements, de ses compétences. Et alors ce qu'il vous dit pas, parce qu'en fait il est modeste, c'est que il est sorti, il a eu 19 à ce diplôme universitaire, dans lequel on ne voulait pas laisser rentrer parce qu'il n'avait pas son bac. Voilà. Et donc il s'en est super. Ouais, vous avez le droit de l'applaudir. Et c'est vrai que ce que j'ai pu vivre à ses côtés, c'est que c'est pas parce qu'on rentre pas toujours dans les cases que qu'on peut pas y aller. En fait, on est quand même dans une société où alors voilà, on en a sans doute eu besoin, mais on a fait des petites cases et il faut correspondre aux petites cases. Mais c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut les casser, ces cases. Ça on peut casser au sens propre. Voilà. Et ce que Guillaume aussi vient vous dire, c'est que lui, avec ce handicap, il en a fait une force, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui enseigne aux médecins, c'est lui qui enseigne aux soignants et qui leur apprend des choses. Et en travaillant moi avec des personnes en situation de handicap, parce que Guillaume m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ce que ça pouvait m'apporter professionnellement. Et depuis, j'ai continué. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de travailler dans des établissements où ces personnes vivent pour qu'on les écoute, justement, qu'on les entende et qu'on les écoute les deux. Et qu'on arrête de décider pour elles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire qu'on pensait à votre place, qu'on pensait pour vous. Et que d'autres pouvaient vous dire qu'ils savaient mieux que vous ce qu'il fallait pour votre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Bon. Et bien quand on est en situation de handicap et qu'on vit dans ces endroits-là, on pense toujours à votre place. Et on pense toujours, les professionnels souvent croient toujours mieux savoir que les personnes. Et donc moi, mon métier aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes de s'exprimer sur ce qu'elles veulent pour elles. Mais en fait, ça m'apprend beaucoup parce que bien au-delà du handicap, comme on vient de se le dire, ça nous est tous arrivé en fait, d'avoir d'autres qui pensent pour nous. Et le handicap m'a permis de comprendre qu'il y a des personnes, comme Guillaume et comme d'autres, qui n'ont pas eu le choix que de montrer leur faiblesse. Alors que je ne sais pas si ça aussi vous avez déjà eu le sentiment de le vivre, on nous apprend, on nous demande dès le lycée et après quand on commence à travailler, faire des études à travailler, il faut montrer que nos forces. Il faut qu'on montre qu'on est fort, qu'on est beau, qu'on est intelligent. Et tout ce qui est de l'ordre de nos faiblesses, des erreurs... Oui, vous l'êtes. Vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes intelligent. Et en fait, ça, il faut partir du postulat que c'est acquis. Ouais. Et que vous n'avez plus besoin de le montrer. Et surtout de se dire que tout ce qui peut être en nous, plus faible, on peut en faire une force. Et je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus fréquent que le handicap de Guillaume. J'ai eu l'opportunité de travailler avec une jeune femme dyslexique qui a quelques années de plus que vous,
qui commençait à travailler dans une start-up de marketing. Et donc cette jeune femme, elle était dyslexique et elle m'appelle un jour en me disant voilà, j'ai besoin elle m'appelle en tant qu'orthophoniste là, et elle me dit voilà, j'ai besoin d'un bilan pour expliquer à ma N+1 et à la DRH ce que c'est que la dyslexie, parce que là, je sens qu'elles veulent presque me mettre à la porte parce que je fais des fautes d'orthographe dans ce que j'écris. Et bon, donc je la reçois, on réfléchit un peu à l'impact que ça a dans sa vie. En fait, ce handicap qui est un handicap invisible, qui ne se voit pas comme ça, mais qui lui porte préjudice. Et puis à la fin de séance de travail, je lui dis, si vous voulez, on va faire une visio avec votre N+1 et votre DRH pour expliquer en fait ce que c'est que la dyslexie. Donc on fait cette visio, puis au fur et à mesure de la visio, on explique avec cette patiente, on explique ce que c'est. Puis je dis à la N+1 et à la DRH, je dis mais pour garder la confidentialité, je vais appeler cette jeune femme Élodie. Et je dis, mais Élodie, est-ce que, d'accord, elle a cette difficulté, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui peut travailler avec elle pour relire ses notes, qui sait faire ça rapidement, avec qui elle s'entend bien? Donc les deux disent, bah oui, il y a ça. Et je dis, puis est-ce que Élodie, quelquefois en réunion, ou quand vous travaillez avec elle, vous ne la voyez pas avoir un autre regard sur les choses? Est-ce qu'elle n'a pas une idée que personne n'a jamais? Est-ce qu'elle n'a pas une forme de créativité? Et en fait, les deux autres personnes en conviennent, disent, mais si, en fait, si c'est vrai qu'elle a des idées qu'on n'a pas, elle nous permet de changer d'angle de vue, etc. Et donc, on a réussi comme ça à faire un travail ensemble et à dégager deux choses. Déjà, quand on est porteur d'un handicap invisible ou d'une vulnérabilité, bien souvent, on a développé d'autres forces. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Sachez que si vous dites que vous avez des difficultés dans tel domaine, ça veut forcément dire que vous avez développé des forces à côté. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas seul. Et que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on fait moins bien qu'on doit en rester là. En fait, on trouvera toujours quelqu'un avec qui on peut travailler, on peut se mettre en binôme, on peut trouver des compétences complémentaires. Et ça, c'est quelque chose, moi, que le handicap m'a permis de comprendre. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que ces personnes qui ne peuvent pas cacher qu'il y a des choses plus difficiles et qui ont le courage de le montrer, elles permettent à tout le monde de se dire ça, de se dire on a des vulnérabilités, on a des faiblesses, mais en fait on peut en parler. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Et on peut en faire une force. En fait, le handicap visible, on doit en parler. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je dois parler de mes faiblesses. Parce que sinon, si j'en parle pas, techniquement, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas prendre de douche, je ne peux pas me faire à manger. Donc, si j'en parle pas, je suis bon à rester dans mon pieu. C'est en soi une faiblesse. C'est confortable, surtout quand on a cours à 9h du matin ici, c'est confortable de rester un peu plus dans son pieu. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais au quotidien, en fait, si jamais je n'identifie pas mes faiblesses, je ne peux pas avancer avec elles. Je ne peux pas me construire avec elles. Et c'est valable pour vous aussi sur des trucs plus simples sûrement, mais qui peuvent être tout aussi casse-pieds au quotidien. Et c'est savoir comment on rebondit dessus. Et savoir comment on se construit, on rebondit dessus. Et du coup, moi, de ma faiblesse et mon handicap, aujourd'hui, je peux co-construire avec lui et travailler avec lui à aider d'autres gens. Que ce soit des étudiants en médecine, des salariés qui viennent travailler avec moi ou pour d'autres dans un syndicat, et m'engager aussi dans un syndicat patronal pour justement aider ces gens qui sont aussi en précarité et venant pour certains de l'étranger, ont besoin de cours de langue et d'autres choses. Voilà, je m'engage aussi dans des associations, là c'est bien un syndicat patronal parce que je suis devenu vieux, sur comment est-ce qu'on peut accompagner les salariés qui viennent nous aider à la base, comment est-ce qu'on peut les aider à eux mieux s'intégrer et mieux bosser pour pouvoir avancer et s'engager eux dans une voie qui peut être un peu différente. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, vous dites que vous avez arrêté l'école assez tôt, mais pourquoi parce qu'apparemment vous vous débrouillez si vous avez réussi la fac, mais pourquoi vous avez donc arrêté l'école? Alors, en fait, j'ai pas arrêté. Enfin, c'est l'école qui m'a arrêté. Puisque j'ai arrêté l'école, c'est l'école qui m'a arrêté. Parce que j'étais en situation de handicap encore plus lourde pendant tout mon collège.
j'ai eu une maladie des yeux en plus de mon handicap moteur qui n'a pas été diagnostiquée au bon moment. Et où en fait je ne rentrais pas franchement dans les cases voulues par l'établissement. Et à l'époque, dans les années 90, début des années 2000, dans les années 90, enfin fin des années 90, début 2000, toute cette notion de père aidance, de pouvoir d'agir, c'était des choses qu'on ne voyait pas. Et donc, les personnes lourdement handicapées comme moi, on était prédestinés à regarder BFM TV toute la journée et à se regarder le nombril quand on avait fini de regarder BFM TV. Alors, je vous rassure, mon nombril ne bouge pas de place tous les jours, donc j'ai arrêté de le regarder. Et puis, il n'y avait pas toutes les compensations. Enfin, en tout cas, on t'en a pas du tout fait profiter de toutes les compensations qu'il peut y avoir, pouvoir, par exemple, faire de la dictée vocale au lieu de... Il n'y avait pas tout ça encore. En fait, la technologie était beaucoup moins aboutie que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut quand même voir que, en termes de technologie, on a un virage technologique depuis la fin des années 90, début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas prêt de s'arrêter, qui est une vraie aide à la compensation du handicap. Il y a un vrai soutien à la compensation du handicap. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas cette compensation-là, et que Guillaume, il ne pouvait pas produire comme on produit classiquement, en écrivant, ben en fait, ils ont même conclu en fait, que cognitivement, tu ne tenais pas la route. C'est ça. En fait, il y a eu même une fausse conclusion, c'est-à-dire que l'entourage pédagogique a cru que Guillaume n'était pas capable. Voilà. Peut-être le mot père aidance avec ce groupe-là, on ne l'a pas expliqué. C'est ton métier, c'est toi qui bosses avec lui. Donc la père aidance, c'est le mot père, P-A-I-R, vous savez ce que c'est? C'est ceux qui sont comme nous. Quand on dit entre pairs, c'est entre ceux qui sont... vous êtes entre pairs, là, entre vous. Et donc la père aidance, dans le milieu du handicap, c'est de se dire que les personnes qui partagent un handicap, elles peuvent aussi s'aider entre elles. C'est ça la père aidance. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Et parce que vous avez dit que maintenant vous étiez enseignant à des futurs médecins généralistes, ça se passe comment les séances Alors, ça se passe comment les cours? Ça, c'est super intéressant. Enfin, toutes, elles sont super intéressantes, mais en fait, les futurs médecins généralistes viennent avec des cas concrets qu'ils ont rencontrés au cours de leur terrain de stage. Ça peut être en stage dans un cabinet d'un médecin de ville, comme on va en voir chacun une ou deux fois par an. Moi, j'ai un peu plus d'abonnement, mais globalement, comme on va en voir chacun une ou deux fois par an, ou ça peut être aux urgences. Et en fait, ils viennent avec un cas qui leur a posé des questions et sur le plan purement technique médical et sur le plan relations humaines. Et avec un médecin généraliste de la fac, on reprend avec eux et le groupe ce cas et on en discute ensemble et on voit comment est-ce qu'ils auraient pu améliorer, et sur le plan technique, ça c'est plus le médecin, mais surtout sur le plan humain, c'est là où moi je peux apporter un savoir. Voilà. Sur le plan humain, je peux apporter un savoir et en fait souvent, et ça c'est hyper important que vous le sachiez, à partir du moment où vous aurez la parole dans vos études secondaires, vous avez bien souvent la solution, il faut juste écouter les autres et vous trouverez la solution en écoutant les autres. Et en co-construction de votre groupe d'étudiants, quelles que soient vos études d'ailleurs. Vous avez dit que pendant tout un moment, vous aviez arrêté, vous étiez en maison pour handicapés et vous regardiez BFM TV toute la journée, mais qu'est-ce qui vous a fait changer de vie et qui vous a donné l'envie de justement bouger et qui vous a fait réaliser que vous pouviez faire des choses aussi? Alors en fait, merci beaucoup pour ta question, pardon. L'envie de bouger, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu, même en étant dans cette maison, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu. Mais je crois que ce qui m'a donné l'envie encore plus de bouger, c'est la possibilité de gens qui m'ont fait confiance, d'abord ma famille, et ensuite des amis qui m'ont fait confiance, et qui
m'ont dit tu es autrement capable. Enfin, tu es capable d'autre chose que ce que tu fais là. Et d'avoir pressenti un besoin. Et en fait, si jamais tu as une capacité et besoin, c'est là où tu peux, c'est là où, à mon sens, tu peux commencer à bouger. Oui, j'ai envie de dire que en fait, le besoin, je ne sais pas si je te comprends bien, mais c'est pour dire que tu as senti que tu étais aussi utile aux autres. C'est ça. Parce que dans le handicap, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup pour le quotidien. On reçoit énormément. Je voulais même dire que de temps en temps, on a l'impression de recevoir trop. Mais c'est comme vous. Il y a un moment donné dans votre vie, vous allez dire j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu. Comment est-ce que je peux donner de ce que j'ai reçu? Comment est-ce que je fais porter du fruit à ce qu'on m'a donné? Je crois que ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête, alors, soit pour cette année, pour les années futures, pour vos engagements bénévoles ailleurs. Voilà. On ne peut pas que recevoir. Parce que sinon, c'est un entonnoir fermé, et un entonnoir fermé, ça déborde. Et donc, il faut pouvoir, c'est comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le remplir et le vider. Et l'une des façons de le vider, c'est de redonner un peu de ce que vous avez reçu. Soit par du bénévolat, soit par... mais ça peut même être en donnant des cours du soir à des élèves de 6e, par exemple, pour qui sont en terminale. Voilà, ça peut être des trucs, même si, allez, même du babysitting, vous êtes payé pour le faire, c'est pas grave. Vous donnez du temps à un enfant et vous l'aidez à grandir. Par votre exemple, de vous et de vos engagements. Est-ce que je réponds à ta question? J'ai une question, je ferme à Madame Pasto. Le rapport à la foi, à Dieu dans tout ça. Non, je fais exprès, je râle volontairement. Alors, moi j'ai un rapport à Dieu qui est un rapport de construction autour de l'engagement de foi, parce que j'ai la chance d'être chrétien et d'être chrétien engagé. Je suis moi-même éminent pasto 4.3 de l'enseignement public. C'est pas de ma faute, pardon, mais à culpa. Mais là où c'est important, pour moi, la foi, c'est de se dire, c'est une bouée et un tremplin. C'est-à-dire que la foi, ça vous rassure et ça vous permet d'aller plus loin. Je crois qu'on est, je vais dire, mais vous êtes à des âges, et moi aussi, où en fait, sans la foi, on peut se dire, on peut compter sur ses propres forces, et c'est bien de compter sur ses forces. Mais tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je crois que le premier à avoir compris ça, c'est quand même le Christ. Parce qu'il n'était pas tout seul. Hein. Ils étaient 12 de ses potes, et encore 12 qu'on a retenus. En vrai, je ne sais pas combien ils étaient. 12 qu'on a retenus. Et en fait, ils ont décidé de mettre ensemble leur savoir et leurs compétences. Parce que si vous regardez bien, les 12, ils ont chacun une mission différente. Au sein de la cohorte des apôtres, ils ont une mission différente. Alors, in fine, c'est toujours la même, mais ils ont une mission différente. Et des façons d'agir différentes. C'est ça qui est important dans la foi et dans vos engagements futurs, que ce soit dans la foi ou ailleurs, c'est de trouver l'endroit où vous êtes le mieux et l'endroit où vous parlerez le mieux aux autres. Et pas forcément ce qu'on attend de vous, mais l'endroit où vous parlerez le mieux aux autres. Oui, puis alors pour répondre à la question de la foi, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, mais je la pratique pas en tant que telle aujourd'hui. Je vais pas à la messe, je pratique pas cet aspect-là. En revanche, je pense qu'il y a une chose que j'ai gardée peut-être de ma foi, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais quand je suis au contact des autres et notamment des personnes qui sont handicapées, qui sont tellement vraies, qui sont tellement elles-mêmes
et qui parle d'elle. J'ai un sentiment quelquefois de toucher dans le lien humain à ce qu'est le sacré, à cet endroit-là en fait. Donc c'est paradoxal, c'est pas dans un rapport avec quelque chose qui serait Dieu, mais c'est dans le lien à l'autre. J'ai l'impression qu'il se passe des choses sacrées. Et puis il y a des moments aussi où il y a des personnes qui vont, dans le travail que je fais, où je les invite à parler, à dire des choses d'elles-mêmes. Il y a des moments très forts où elles vont pouvoir parler de la façon dont elles traversent leur peur, dont elles arrivent à dire un désir. Et c'est des moments, alors moi j'avais jamais compris ce que c'était que la grâce. C'était un mot, je ne comprenais pas en fait. Et bien dans ces moments-là, je me dis mais c'est peut-être ça un moment de grâce. Voilà. Donc je dirais que c'est le lien que je fais aujourd'hui avec ma foi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est sympa si c'est interactif. Moi je peux parler encore, mais... Du coup, vous avez dit que vous étiez enseignant à la fac et que vous travaillez dans d'autres maisons handicapées, mais vous avez dit aussi que vous travaillez ensemble. Et du coup, de quelle manière Alors, tous les deux, on intervient en binôme, donc comme ça, comme on le fait aujourd'hui, mais alors plus spécifiquement auprès de, par exemple, de directeurs d'établissements ou de personnels de santé qui font des études, alors soit dans des colloques, des séminaires, où on partage notre expérience ensemble, alors sur des plans plus techniques que ce qu'on fait aujourd'hui devant vous. Et encore. Et encore, pas forcément. Et encore. En vrai... Où on leur explique, en fait, ce qu'on explique tous les deux, c'est ce qu'on a découvert. C'est la manière dont on s'est rencontrés, là, dont je vous parlais tout à l'heure, où on a découvert qu'en fait, celui qui soigne n'est pas celui qui sait tout, mais que celui qui est soigné, il a aussi un savoir. Et en fait, on vient expliquer ça. Et de dire aux personnes qui sont professionnelles, de leur dire, en fait, appuyez-vous sur le patient, appuyez-vous sur ce qu'il sait. Et donc, on vient expliquer ça, et on peut le faire soit sous la forme de colloques, de séminaires, soit aussi dans des formations. On assure ensemble des formations dans des établissements, où là, on est en contact avec des professionnels, et on les incite à parler de ce qu'ils font, et on essaye de réfléchir avec eux à leur posture professionnelle. Et ça, on le fait ensemble. Il y avait une autre question. Oui, vas-y. Moi, c'est plutôt par rapport à comment vous vivez le regard des autres. Ça, c'est une super belle question. Enfin, tout, de toute façon, super belle question. Mais le regard des autres, en fait, j'ai deux façons de le voir. D'abord, si on me regarde moi, c'est que quelque part, on a un intérêt pour moi. Le regard de l'autre, ok, il vient te questionner, il vient t'interroger, mais s'il vient t'interroger quelque part, c'est que quelque part, tu as un intérêt à ce qu'il vienne t'interroger. C'est pas juste le fait de venir t'interroger. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand c'est des regards pesants, parce que ça arrive aussi, hein. Des gens qui ont des regards pesants, un peu saoulants sur la notion de handicap, je me dis, mais moi, le nombre de gens que je suis en capacité de regarder mal, sur lesquels je suis capable d'avoir un regard un peu jugeant, pesant, quel même que celui qui est posé sur moi, moi, un SDF qui est alcoolisé à 9h du mat sur un trottoir, je vais forcément mal le regarder. Parce que je n'ai pas les clés de lecture pour rentrer dans son mode de communication. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, c'est juste que je n'ai pas les clés de lecture pour rentrer dans son mode de communication. Et que si je voulais prendre du temps, je pourrais avoir les clés de lecture. Et bien là, c'est pareil. C'est ce que je me dis, c'est pareil pour moi, en fait. Et ça a le même impact sur moi. Je vais compléter la réponse de Guillaume. Moi, quand j'arrive pour la première fois dans un établissement, il n'y a que des personnes lourdement handicapées. On pose un regard sur moi. C'est moi la personne différente, en fait, à ce moment-là, quand j'arrive, sur mes deux jambes. Et en fait, la différence, c'est un peu ce que tu viens de dire là. On est toujours différent par rapport à quelqu'un. Et c'est riche finalement de prendre conscience de ça. Et c'est toutes nos différences qui fait que tous ensemble, on forme un collectif et qu'on est fort. Et à mon avis, il ne faut surtout pas les nier ces différences. Il faut voir comment est-ce qu'elles peuvent devenir une force pour chacun.
et pour le collectif. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, il y avait quelqu'un qui voulait. J'ai cru. Ça tombe bien. Dans un lycée catho, c'est bien de le croire. Donc, de toute façon, ça va être l'heure. Ça va nous permettre, parce que je sais que vous enchaînez avec le cours, mais si certains d'entre vous, Monsieur Benamou va vous donner, il a un QR code à flasher si vous voulez rester en lien par les réseaux sociaux. Il est très actif. Et si certains veulent aussi rencontrer Madame Larue pour plus des questions médico-sociales ou d'orientation, n'hésitez pas.